Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sun Sport, votre réveil matinal tout en sport. Et aujourd'hui, on prend le large à Sun. On prend le large, on met les voiles, tout ce que vous voulez, puisque nous recevons Alessandro Di Benedetto, navigateur. Donc bonjour Alessandro. Bonjour à vous tous. Donc la première question, vous y avez répondu. Vous préférez qu'on dise navigateur plutôt que skipper, hein? C'est plus joli. Je crois que c'est plus joli, oui. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa, ça la classe, navigateur. Alors, vous êtes né le 5 janvier 71 à Rome. Vous êtes donc, on va dire, le plus français des navigateurs italiens. C'est ce qu'on dit, oui. Hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Vous avez réalisé notamment pas mal de records, puisqu'on en parlait, et ça va être le premier point. Vous avez commencé votre carrière de navigateur avec des traverser les océans en catamaran de sport, oui, notamment avec votre père aussi, et en solitaire également. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents les différents océans que vous avez traversés avec un catamaran de sport? On précise, c'est tout petit un catamaran de sport, hein, c'est moins de 6 mètres et il n'y a pas de cabine. Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu de type Bicat, c'est les catamarans qui sont utilisés dans les écoles de voile, sur les plages, aux Antilles et tout ça, donc ils n'ont pas de protection, pas de cabine, et avec ça, pas de couchette ou de banette, tout s'abriter, tout ça, et en 92, on a traversé avec mon père à deux, de Sicile jusqu'à Martinique, et pour l'époque, c'était un exploit. Et voilà, il y avait les journaux, même en France Antilles, on avait la première page, la couverture, c'était 2 Italiens sauf l'Atlantique en Bicat. Et après, moi, j'ai continué pendant donc mes études, en continuant aussi mes études à l'université à Palerme. Mais j'ai préparé une autre traversée, c'était Italie-Canaries, cette fois-ci tout seul, pour me préparer à faire quoi? À être le premier à traverser l'océan, donc l'Atlantique, sur un catamaran de sport. Donc, je l'ai fait en 2002. C'était d'ailleurs, j'ai dû couper pour avoir l'homologation officielle, l'arrivée de la route du Rhum, la vraie arrivée de la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Donc j'ai fait Italie-Canaries et Canaries-Pointe-à-Pitre. À l'époque, c'était, je crois, environ 18 multicoques qui étaient partis, il n'y a que 3 qui sont arrivés et moi. Ouais, et comme si ça suffisait pas, vous vous êtes dit, maintenant on va faire le Pacifique, le plus grand océan de la Terre. Et là, vous êtes parti de Yokohama au Japon pour aller jusqu'à San Francisco. Donc en plus, c'est le nord du Pacifique, c'est pas le trajet le plus court. Et c'est en plus, on peut dire, c'est parmi les plus difficiles. C'est pour ça aussi que je l'avais fait, parce que je me suis dit, c'était de ouest à est, donc du Japon aux États-Unis, donc on va vers le soleil qui se lève, et c'était aussi parce que je me suis dit peut-être je vais pas avoir la chance, le temps de le faire 2 fois, donc il vaut mieux le faire une fois et bien sur la route la plus intéressante au point de vue navigation pour moi à l'époque. Alors pour prendre la plus longue traversée que vous ayez faite, donc le Pacifique Nord, oui. 62 jours à peu près? Oui, 62 jours. Comment? C'était toujours sur un catamaran de sport avec une combinaison, genre une combinaison de survie, une combinaison de navigation bien organisée. Et d'ailleurs, là-bas, c'est à Yokohama que j'ai rencontré l'équipage de Geronimo, donc avec Olivier Descoeurs-Saison. Eux, ils préparaient ce trimaran qui après est devenu récemment Sodebo. Et ils ont fait les records, soit en allant de ouest à est et de est à ouest, donc en moins de 14 jours en équipage. Et comment on vit pour revenir sur le bateau? Parce qu'on rappelle, en moins de 6 mètres de long, il faut s'imaginer, c'est très petit, il n'y a pas de cabine. Oui. Comment on passe 62 jours dans un bateau qui fait moins de 6 mètres? Comment on dort? Comment on mange? Faut être très bien organisé et on arrive à tout stocker. Et c'était aussi un peu faute à l'expérience. J'avais déjà traversé avec mon père à 92. Il faut être vraiment très bien organisé et mettre tout dans des sacs étanches ou dans des bidons, le maximum à l'intérieur du bateau où il y a des petites trappes. Et moi j'avais d'ailleurs même un dessalinisateur, donc j'en avais 2, un dans chaque coque, et c'est des dessalinateurs électriques que je faisais marcher avec des batteries que je chargeais avec des panneaux photovoltaïques. Ah oui, c'est impressionnant. Et comment on dort? Parce qu'on sait que les navigateurs donc du coup ont plutôt l'habitude de faire des petites siestes réparatrices. Mais là oui, parfois très très petite, parce que c'est un bateau qui peut rapidement chavirer, voire s'encir, ça veut dire partir vers l'avant complètement. C'est un bateau qui fait moins de 300 kilos, donc très léger, et les vagues du Pacifique parfois elles sont très méchantes. Oui, je veux bien le croire. Alors après ces exploits, puisque donc du coup vous êtes détenteur de records du monde, lesquels du coup, les 3 traversées, les 3... Mais alors, juste pour expliquer rapidement, record du monde normalement c'est en vitesse, quand on fait un record de vitesse, donc dans le Pacifique c'était au
aussi la première fois, donc j'ai la première mondiale homologuée par la Fédération internationale du voile, donc comme first single-handed en anglais, mais aussi c'est un record du monde qui peut être battu à ce jour, il n'a pas été battu, en termes de vitesse. Sinon, quand vous faites une première mondiale, c'est le World Sailing Speed Record Council autorisé par la Fédération internationale de voile, l'ISAF, International Sailing Federation, qui vous autorise une première mondiale. Et ça, c'était le cas de la traversée de l'Atlantique en 2002, quand j'ai coupé la ligne d'arrivée de la route du Rhum en catamaran de sport en Obicat, du Pacifique, qui était aussi un record, on va dire aussi un world record, donc un record de vitesse, mais aussi le tour du monde en 6,50 m. Ça, c'était aussi une première mondiale homologuée par la Fédération internationale de voile. Et à ce jour, c'est devenu le plus petit bateau de l'histoire à avoir terminé un tour du monde avec des règles très très simples. C'est d'ailleurs les mêmes règles du Vendée Globe, mais avec un bateau 3 fois presque plus petit, ça veut dire donc en solitaire, sans escale, sans assistance et par les 3 caps. Ouais, d'octobre 2009 à juillet 2010, vous avez fait ce tour du monde avec un bateau de 6,50 m. Oui. À peine plus grand qu'un catamaran de sport en fait. Voilà, mais avec cette fois-ci avec une cabine, je crois, je ne vais pas me tromper, mais le record d'avant appartenait à Sir Robin Knox-Johnston, mais c'était un record qui datait depuis 1969. Robin Knox-Johnston, devenu après fait serre par la reine à son retour en 69, était le seul qui est revenu du Golden Globe, et c'était cette régate autour du monde, et le seul qui est revenu à bon port. Bernard Moitessier, à l'époque, avait continué à faire bien sûr un tour du monde et demi, mais il avait continué vers le Pacifique, il n'est pas revenu à bon port, et Robin Knox-Johnston, donc Sir Robin Knox-Johnston, c'est le seul qui était revenu. Et après, bon, je pense sur cette idée, après, et il a pu naître aussi ce qui est devenu le Vendée Globe. Et justement, le Vendée Globe, on va en parler. Vous l'avez parcouru en 2012-2013, ce Vendée Globe, avec justement un partenaire Team Plastic. Oui. Et justement, on va écouter justement le PDG de Team Plastic qui raconte justement comment vous vous êtes rencontrés, comment vous en êtes venus à faire ce partenariat pour le Vendée Globe 2012-2013. Dans un premier temps, moi je l'ai rencontré le jour où il arrivait de son tour du monde en 6,50 m et j'avais été assez ébahi par ce qu'il avait fait. Donc après on en avait discuté et il m'avait dit qu'il souhaitait faire le Vendée Globe. Je lui ai dit écoute, je peux t'aider, pourquoi pas. Mais à l'origine on pensait vraiment mettre un petit sticker sur la coque, mais pas du tout que le bateau s'appelle Team Plastic. Et c'est au fur et à mesure, ça a mis 6 mois à 1 an. Puis au départ je lui ai dit j'achète le bateau, je t'aide à l'acheter. Tu me rembourseras quand on aura trouvé d'autres sponsors. Et puis on n'a pas trouvé d'autres sponsors, donc c'est mes collègues plutôt de la plasturgie de Nantes, là il y a Joint Solutions Plastique qui fait de l'enseigne, et puis Germain Plastique qui fait de l'injection, qui est à Mélac, et l'Océan des Plastiques qui fait du rotomoulage à Musillac, qui m'ont aidé. Et voilà, les 4 sociétés se sont retrouvées un petit peu sur le Vendée Globe. Il y a quand même une genèse dans cette histoire entre Team Plastic, entre vous-même et Di Benedetto. La légende, si l'on peut dire, raconte que ça s'est passé dans un resto un petit peu. C'est pas une légende, c'est vrai. Le jour de son arrivée de son tour du monde en 6,50, nous étions dans le même restaurant. Et puis quand je suis rentré pour régler, il y avait une grande table de 20-25 personnes qui étaient là. Et au bout, nous avons un ami commun, donc Romain Lucas, qui était le routeur d'Alessandro. Il m'a dit, je suis à l'arrivée d'Alessandro Di Benedetto. Et quand j'avais suivi son périple dans les journaux, alors je m'étais permis de leur offrir le champagne, mais sans le rencontrer ce jour-là. Donc il m'a rappelé et on s'est rencontrés après quelques fois. Et puis on a sympathisé. On m'a dit, j'aimerais bien faire le Vendée Globe. J'ai dit, pourquoi pas. Et puis moi je veux bien t'aider, mais à trouver de sponsors. C'était plus, même si on pouvait l'aider financièrement, mais pas du tout à la hauteur de ce qui est arrivé au final. Voilà, c'était une interview réalisée par Charles Guyard. Alors, je peux confirmer tout ce qu'a dit monsieur tout est vrai. Didier là, maintenant son ami, tout est vrai. Alors justement, c'est une belle histoire parce qu'au final, donc du coup, ça partait sur un petit partenariat. Au final, c'est devenu le sponsor principal de votre bateau. Bien Vous avez fait le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre et la route du Rhum. Oui, je pense c'était fantastique et c'était aussi grâce à, déjà en premier temps à la partie humaine de Didier Alain. Sinon, on n'aurait pas pu le faire, mais aussi à toute cette équipe qui était déjà en place. Je parle du team, donc de Team Plastic, de tous les salariés, mais même au niveau familial, des deux côtés, donc du côté des sponsors, et aussi un peu parfois de mon côté, il y a même la maman qui est venue nous aider quand il y a eu des tombolas et tout ça, mais bien sûr tous les salariés et toute la famille pratiquement de Didier, et donc ils étaient là, et notamment la dernière fois aussi pour le Téléthon, on a récolté quand même pas mal de dons, et des fonds qui étaient donnés en don à la FM Téléthon
Téléthon avec laquelle on a partagé le nom pendant la Route du Rhum. Alors, comme si vous n'aviez pas fait assez de records quand vous étiez en catamaran de sport, vous avez établi un nouveau record pendant ce Vendée Globe. Alors, la partie la moins drôle, c'est que vous avez fini dernier, mais justement, c'est là qu'est le record, puisque vous avez fait le plus petit écart qu'il n'y ait jamais eu dans le Vendée Globe entre le vainqueur François Gabard et vous, donc, qui avez fini dernier il y a seulement... 26, une vingtaine de jours, un peu plus, c'est ça ? 26 il faut le dire. Et de l'autre côté, il faut aussi se dire que, déjà, le Vendée Globe, il faut le terminer. Nous avions un bateau qui avait un peu d'âge, donc de 98. Mais on est très content parce qu'au départ, nous étions 20, donc on a fait 11e. Et comme vous dites, bien sûr, dernier à avoir coupé la ligne, dernier classé. Oui, parce qu'il y a eu des il y a une abandons, personne qui malheureusement était disqualifiée. Donc il y a 11 bateaux quand même qui sont revenus, dont un disqualifié. 12 bateaux, dont un disqualifié, et nous avons fait 11e et dernier, bien sûr, à avoir coupé la ligne d'arrivée. Mais on a terminé, je crois qu'on est le seul team sans avoir changé de bateau, à avoir terminé ces 3 courses océaniques très importantes du circuit IMOCA, du championnat du monde IMOCA, donc le Vendée Globe, la Jacques Vabre et la Route du Rhum. Et notre équipe, mais ils ont changé de bateau, c'est Initiative Cœur, mais ils ont changé de bateau pour faire la Route du Rhum. Alors, on va juste dire 2 mots, évidemment, parce que l'actualité est marquante, mais la disparition de Florence Artaud, vous me dites que vous ne l'aviez pas connue personnellement. Ouais. Mais bon, juste dire 2 mots sur cette disparition, c'est quelque chose qui vous a marqué un peu. J'aime pas trop parler de ça, des gens qui sont plus là, mais c'était très triste. Je la connaissais pas personnellement, mais c'était un personnage mythique, une légende de la voile océanique, bien sûr. Et aussi un peu le fait qu'elle avait fait cette fantastique régate en 90, aussi en tant que femme à l'époque, c'était première femme, extraordinaire. 2 ans après, avec mon père, on faisait plus ou moins un peu la même route, mais en Obicat, c'est une autre histoire, mais quand même. Et ça, c'était très touchant. Malheureusement, moi, je l'ai su sur le quai de la Chaume, au Sable d'Olonne, sur une interview de TV Vendée. Donc, et c'était marquant. C'était vraiment très, très triste d'avoir cette mauvaise nouvelle. Évidemment, et de la solidarité entre navigateurs. Alors, on va parler un peu de l'avenir. Vous souhaitez refaire le Vendée Globe en 2016, évidemment. Mais là, par contre, ce sera sans Team Plastique. Donc, vous êtes à la recherche d'un sponsor pour votre bateau pour le Vendée Globe 2016. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est un ami qui a mis à disposition de l'argent pour acheter un bateau. Maintenant, il faut que je lui rachète, donc ou avec des sponsors ou moi-même. Le bateau, il est vierge. C'est un beau bateau. On a repris un bateau de 2007, mais qui a fait le Vendée Globe en 2008-2009 avec Dick Cafari. Après, il a fait aussi une Barcelona World Race, une Jacques Vabre. Et donc, c'est un bateau très solide qui a fait un refit complet. Donc, il était remis à neuf en 2010 avant la Barcelona World Race. Donc, il a 2 mâts et tout ça. Et c'est un bateau, d'ailleurs, je viens de Portsmouth pour le préparer, pour le démonter, le préparer pour le ramener en France, normalement au Sable d'Olonne, bientôt, d'ici quelques semaines. Et là, le bateau, il est vierge, pour le moment, il est blanc, donc il faut le remplir avec des logos. Donc, c'est vrai que j'ai ce bateau pour le moment, mais il faut que je le rachète. Donc, le bateau ne m'appartient pas. C'est un prêt d'un ami qui a mis à disposition cette somme pour l'acheter. Voilà, donc vraiment, la recherche des sponsors est vraiment présente tous les jours. Et il n'y a pas beaucoup de temps pour compléter le budget. Et voilà, je suis à fond dans ça. Donc si vous voulez aider Alessandro Di Benedetto et que vous êtes chef d'entreprise par exemple, comme c'était le cas pour le Vendée Globe 2012, n'hésitez pas. Un mot également pour finir sur la conférence que vous donnez ce soir à Saint-Herblain au Lions Club. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots justement de cette conférence? Oui, c'est le Lions Club qui est venu vers moi donc pour organiser ça, et c'est vrai qu'après on a su que c'était aussi une partie allée en don pour l'association des cygnes française, donc c'était très intéressant et des choses un peu semblables, on va dire. Mais je crois que Didier Hélène l'a déjà dit, on a toujours aidé quand on pouvait, donc on est très content de faire ça, et voilà, c'est aussi une question d'être présent dans le social et tout ça, donc on a dit oui immédiatement, comme la même chose, je crois que Didier l'a dit aussi, on a abrité à bord les couleurs de l'FM Téléthon ou de l'association Tom, et parfois on était dans les écoles, on essayait d'être présent avec des projets pour des patients psychiatriques.
prix, etc. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vais être là ce soir. On aimerait beaucoup que cette interview dure encore parce on adore voyager avec vous, Alessandro Di Benedetto. Merci, mais hélas, gentil. il va falloir s'arrêter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. À la prochaine. Bon vent, comme on a coutume de dire. Et puis nous on se retrouve jeudi prochain évidemment pour une nouvelle interview Sun Sport. Cette fois-ci, on parlera handball.